Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et c'est l'heure de vos rendez-vous économiques du dimanche en compagnie de Thomas Binet comme d'habitude. Bonjour mon cher Thomas. Bonjour Maxime. Au programme d'Osez entreprendre ce matin. Peut-on encore rendre la culture accessible à l'heure des écrans, du streaming, des algorithmes? Cultura, c'est la saga de la semaine, une enseigne française qui a choisi de transformer ses magasins en lieu de vie. On parlera aussi d'un sujet devenu central, la liberté financière, avec Alice Labouze, entrepreneuse, investisseuse et jurée de Qui veut être mon associé. Elle vient de sortir un ouvrage, on va en parler dans un instant. Pourquoi apprendre à investir est-il devenu presque indispensable aujourd'hui? Et puis, une menace silencieuse que beaucoup d'entreprises sous-estiment encore, la naïveté économique. Avec Mayline Camus, notre consultante en intelligence économique, on verra pourquoi certaines entreprises donnent parfois elles-mêmes les informations qui les fragiliseront demain. Éco-réseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Thomas, aujourd'hui vous allez nous parler d'une enseigne française qui a réussi un pari, il faut le dire, assez audacieux, rendre la culture accessible, vivante, presque fun et sympathique. Elle s'appelle cette enseigne Cultura. Ça commence comment? Eh bien Maxime, ça commence en 1998 avec un premier magasin en Charente-Maritime. L'idée est simple mais forte, rassembler au même endroit livres, musique, loisirs créatifs, jeux et surtout créer un lieu où la culture se vit, pas seulement où elle s'achète. Très vite, l'enseigne grandit, passe un cap en développant son réseau national dès 2002. Puis le digital en 2005. Cultura sent déjà que la culture doit être partout, en magasin comme en ligne. Justement, on sent qu'il y a une véritable philosophie derrière la marque. Oui, Cultura ne se voit pas comme un simple distributeur. Sa mission, c'est de faire vivre et aimer la culture. Et ça change tout. On n'est pas dans une culture élitiste, mais dans une culture du plaisir. Ateliers créatifs, rencontres, événements. L'idée, c'est de donner envie à chacun de pratiquer, d'apprendre, de découvrir. Et aujourd'hui, est-ce que ça pèse vraiment dans le paysage? Oui, plus de 110 magasins, des millions de clients et surtout une vraie capacité à évoluer. Là où le numérique a bousculé le secteur, Cultura a ajouté des expériences, cours, contenus, produits créatifs et ils ne vendent plus seulement de la culture, ils la font vivre. Et leur actualité au moment où on se parle? Cultura accélère encore et encore, nouvelles ouvertures, développement des ateliers avec le plongeoir pour y apprendre les arts et la musique, des contenus culturels. L'enseigne veut devenir un véritable lieu d'apprentissage et de partage. En clair, demain, on n'ira pas et on n'ira plus seulement chez Cultura pour acheter un livre, même si c'est celui d'Alice Labouze, mais pour vivre une expérience culturelle complète. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Thomas, vous venez d'esquisser son bouquin. Nous sommes avec Alice Labouze, entrepreneuse, investisseuse et membre du jury de Qui veut être mon associé sur M6 depuis 2024. Oui, bonjour Alice Labouze. Bonjour Thomas. Vous venez effectivement de sortir ce livre que je montre à l'écran pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, également sur sudradio.fr et sur notre chaîne YouTube. Ça s'appelle Passer à l'action, c'est aux éditions Michel Lafon avec comme sous-titre « J'ai construit ma liberté financière ». La vôtre commence ici. Quel constat de départ vous a poussé à prendre la parole à travers cet ouvrage ? Alors il y en a plusieurs. D'abord, en fait, dans toute ma vie d'entrepreneuse, plein de fois, je me suis dit franchement, vu tout ce qui m'arrive, un jour, il faudrait que j'écrive un livre. Donc déjà, l'envie d'écrire un livre, ça faisait très longtemps que je l'avais. Et puis en réalité, j'ai eu une longue expérience entrepreneuriale, on va dire, j'avais créé une société de gestion, on en parlera peut-être. Mais en 2020, j'ai gagné un concours sur une chaîne de télé, un concours de performance boursière, et j'ai eu énormément de demandes de particuliers qui me disaient mais en fait je suis seule au monde dans la gestion de mon épargne. Quand vous parlez, je comprends parce que ma spécialité c'est de parler de thématiques d'investissement, donc les gens se reconnaissent là-dedans et vous faites des performances, par conséquent on aimerait que vous gériez notre argent. Et c'est surtout que j'ai compris en fait la solitude des gens et le manque en fait de clés qui sont pas si compliquées que ça, parce qu'en réalité les gens sont tous des homo economicus, c'est-à-dire tous des êtres au milieu, on dit homo economicus. C'est vraiment, ils sont tous acteurs de l'économie et intégrés dans l'économie. Mais pour ça, il faut qu'ils comprennent quelques clés. Et nous, les professionnels, on a tendance à avoir un champ lexical très compliqué pour montrer qu'on est des grands sachants et pour créer un côté un peu hermétique entre les gens et nous. Donc moi, j'essaye au contraire de travailler la démocratisation et en réalité, je fais ça depuis plus de 20 ans. Alors le ton est donné dès l'avant-propos, je vous ai lu et j'ai retenu certains passages et je vais me proposer de les rappeler. Je vous cite, Alice, « Je n'ai jamais aimé subir ce que je ne comprenais pas, je voulais l'apprendre, ce que je comprenais, je voulais le décider ». Vous êtes ce qu'on appelait dans le temps d'avant une femme de tête ? Je crois. En tout cas,
sais pas vivre autrement qu'en essayant de comprendre en fait le monde qui m'entoure. Pour moi, en fait, l'absence de connaissance est une vraie plaie, quoi. Je veux dire, c'est invivable pour moi. La connaissance, c'est la base du libre arbitre, c'est-à-dire c'est comme ça en fait qu'on peut choisir qui on devient et quelle personne on est entouré, enfin dans la société. Et donc la connaissance, c'est pour moi la base, évidemment, de toute progression. Physique, mentale, sociale. Alors dans votre livre, vous racontez une partie de votre vie, de votre enfance. Vous écrivez que votre grand-mère, aujourd'hui âgée de 98 ans, qui a eu son bac à 16 ans, parlait couramment plusieurs langues et qui continue aujourd'hui à lire entre 8 à 10 heures par jour, ainsi que votre mère, pianiste au talent rare, n'ont pas pu aller au bout de ce qu'elles auraient pu faire, peut-être donc de leurs rêves également. C'est cela aussi qui a marqué votre détermination avec une enfance heureuse mais complexe aussi ? C'est certain. C'est vrai que d'avoir vu des femmes autour de moi aussi brillantes, probablement plus brillantes que moi en réalité, finalement s'arrêter dans la course en fait à l'ambition, à l'audace, pour des raisons sociales, d'organisation de la société, peut-être aussi par ne pas se permettre en fait s'autoriser de rêver fort, grand et pour aller haut. Vous voyez, et ça je l'ai vraiment vécu autour de moi. Et dans le même temps, vous êtes d'un milieu qui est tourné vers l'entrepreneuriat à travers vos parents. C'est ça qui vous a décidé aussi de devenir à votre tour entrepreneuse par l'observation de ce que vos parents avaient engagé ? D'abord, j'ai jamais connu l'ambiance du salariat. C'est-à-dire, je ne sais pas j'ai jamais su ce que c'était un salarié. Moi, mes parents avaient d'abord leur entreprise à deux, juste tous les deux, et puis après ils se sont séparés, ils se sont séparés, et chacun. Accident de la vie, oui. Voilà, accident de la vie, et chacun a eu sa petite société mono-personnelle. Donc moi, j'ai vu je vivais avec ma maman travailler du matin au soir, la nuit quand il y avait des rushs. Enfin, la notion de salariat a jamais été intégrée chez moi. Donc je pense que évidemment ça m'a forgé. Alors, vous insistez dans ce livre sur la régularité plutôt que sur le coût gagnant au niveau de l'investissement. Pour quelles raisons ? De manière générale, de toute façon, dans la vie, je crois que rien n'est un sprint. Tout est un marathon. Et en matière d'investissement, c'est exactement la même chose. Donc, durer sans endurer. Très belle formule, bravo. C'est exactement ça. Durer sans endurer. En tout cas, avoir conscience que le temps joue en notre faveur, en particulier en matière d'investissement. Et donc, c'est pour ça que la notion de temps long devrait presque être apprise à l'école, tellement c'est fondamental en fait. Alors évidemment avec tous les réseaux sociaux, les crypto-monnaies, on entend énormément de choses. Oui, j'ai fait 1000% en 4 jours, ok génial. Mais en fait la réalité de l'investissement c'est pas ça. Il faut accepter le temps, il faut accepter de traverser les cycles pour prendre de la performance dans la durée. Alice Labousse, pourquoi la culture financière reste encore si faible en France aujourd'hui ? Ça devrait pas être le cas en fait. Alors c'est très très intéressant comme sujet, ça mériterait 1 heure d'émission complète. Je pense qu'on a une sous-éducation économique parce que l'État en fait ne s'est jamais, a jamais voulu particulièrement former, je crois, ses citoyens au sujet économique. Il faut quand même savoir que pour vraiment faire de l'économie, pas de la sociologie, il faut véritablement se spécialiser en économie. Alors que le tronc commun devrait intégrer évidemment des notions très fortes d'économie, toujours dans l'optique que les gens puissent être acteurs de la vie économique. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'intervenais régulièrement, je crois que c'était hier ou avant-hier, pour ne pas dire de bêtises, justement face à des candidats à la présidentielle. Et je devais donner une idée, justement, de grands changements. Moi, je proposais un pacte entre l'épargne des Français et le financement des entreprises en région. Parce que je crois qu'en fait, on peut utiliser une partie de cette épargne, mais pas du tout sur la base, évidemment, de la punition, mais sur la base de l'adhésion. Et pour que les gens adhèrent, il faut qu'ils soient formés. Donc, très jeunes, il faut qu'on forme les jeunes Français. Et je ne dirai pas son nom, mais une personne qui est candidat à l'élection, qui va être candidat à l'élection, est venue me voir après en me disant ce que vous dites, oui, utiliser l'épargne, je suis assez d'accord pour financer les entreprises, mais alors former les Français à la finance et à la compréhension de l'entreprise, je vois pas l'intérêt. Donc c'est une très mauvaise idée. Et donc je pense que sont intégrés en fait, mais c'est vraiment à l'intérieur de certains candidats et certaines mouvances, on va dire, la volonté de ne surtout pas élever les Français en matière financière. Alors justement, les Français qui ne trouvent pas dans les systèmes classiques cette information se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux et les contenus financiers qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi ? Je pense que ce que la Chine a fait, qui est de considérer que en fait, tout influenceur dans un domaine doit absolument avoir un diplôme et de l'expérience dans le domaine, est une bonne idée. Voilà, sans commentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, investir est devenu moins ou plus risqué que de ne rien faire ?
Aujourd'hui, c'est devenu moins risqué parce qu'on vit une période d'inflation. Alors là, on espérait, donc il y a une hausse généralisée des prix globalement depuis le Covid, on va dire. C'est pas qu'une hausse généralisée des prix. D'ailleurs, quand on regarde vraiment, c'est qu'en fait, on a créé tellement de monnaies que nos monnaies se dévaluent. Donc, le prix de n'importe quel bien nécessite beaucoup plus de monnaie. Mais la réalité, c'est que pour les gens, tout augmente et les salaires ne suivent pas forcément. Donc, en fait, il y a un coût de l'inaction. C'est-à-dire le fait de ne pas agir fait que vous perdez fortement en pouvoir d'achat. Et donc, il est urgent, il est indispensable, il est vital d'investir pour pouvoir justement, à minima, effacer ce côté inflationniste. Et d'ailleurs, j'espère que ce sera dans les programmes de nos très chers candidats. J'ai hâte de suivre ça. Alors vous le dites vous-même sur votre livre, ce n'est pas un guide pour savoir comment investir, mais c'est en revanche un parcours de vie avec des exemples, justement. Quand vous regardez votre parcours, Alice Labouze, et ça sera ma dernière question, de quoi êtes-vous la plus fière ? Ça demande un temps d'arrêt ? Ça demande un temps d'arrêt parce que déjà je suis fière d'être devant vous aujourd'hui. On vous remercie de votre présence. Avec un livre, c'est moi qui vous remercie. Est-ce que je peux vous suggérer la réponse ? Allons-y. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, comme Bernard Tapie à l'époque, que le plus important c'est réussir sa vie que de réussir dans la vie ? Je suis assez d'accord. C'est vrai que... Mais alors, je suis d'accord, c'est-à-dire que moi, je suis très, très fière parce que j'ai eu la chance de construire une famille qui va très bien. Donc, c'est pour moi très important. Moi qui viens d'une famille assez disloquée, donc ça a du sens pour moi et de la valeur. Mais aussi, en fait, je suis fière par rapport à la petite Alice qui était dans sa chambre à Poitiers, avec ma mère qui travaillait la nuit. On a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à plein de points de vue. Et en fait, aujourd'hui, finalement, j'ai créé mon destin. Et ça, je suis fière d'avoir créé, d'être vraiment l'artisane ou l'artisan de mon destin. Eh bien, on vous remercie de votre présence et on vous recevra une nouvelle fois pour justement voir comment ce destin s'écrit dans les prochains mois, aux prochaines années. Merci à vous. Merci à vous. Et surtout, voir si le candidat à l'élection présidentielle a pris quelques notes ou s'il a annoté son programme économique. Je peux faire quelques consultations à titre gracieux s'il le souhaite. Le message, croyez-moi, est passé. Merci Alice Labouze d'être passée du côté d'Oser Entreprendre. Et je rappelle donc que vous venez de sortir aux éditions Michel Lafon le livre Passer à l'action. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et Thomas, pour clore cette première parenthèse économique, nous sommes avec Mayline Camus, ancienne officier de renseignement, fondatrice et dirigeante du cabinet de renseignement d'affaires Prisme Intelligence et notre experte en intelligence économique. Donc, et vous allez avec elle nous parler de la naïveté économique. Et oui, parce qu'elle existe, Maxime. Car quand on parle de guerre économique, on imagine souvent des cyberattaques ou de l'espionnage industriel. Mais Mayline, vous dites que le vrai problème est parfois la négligence, voire la naïveté. Exactement, Thomas. Beaucoup d'entreprises françaises pensent encore qu'on joue à armes égales. Alors que dans ce contexte de guerre économique, dans ce contexte de l'économie mondiale, beaucoup d'acteurs ont pris de l'avance. À travers notamment des rapports de force, captation du renseignement, stratégie d'influence, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Alors concrètement, à quoi ressemble cette négligence, Mayline ? Je vais vous donner un exemple assez simple. Imaginez une PME qui participe à un salon professionnel. Elle vient présenter une grande innovation et elle est fière, elle a de quoi être fière. Alors elle va expliquer sa technologie, son développement, ses difficultés, ce qu'elle rencontre, ses forces et ses faiblesses. Et puis évidemment, tout ça se termine par un moment festif où les langues se délient. Mais pendant ce temps-là, certains visiteurs vont prendre des photos, s'intéresser à ce qui est stratégique, ils vont observer les équipes, récupérer des cartes de visite, finalement capter de l'information qui est stratégique. Quelques mois plus tard, un concurrent étranger va sortir un produit qui est très similaire. Et cette PME française ne pourra rien y faire. Donc les salons professionnels, c'est ce que vous essayez de nous faire comprendre ce matin, peuvent aussi devenir des terrains de collecte d'informations en raison d'un espionnage industriel extrêmement présent ? Absolument. Les salons sont des vitrines commerciales, mais aussi des lieux de renseignement économique à ciel ouvert, où il fait bon vivre en règle générale. Donc dans un contexte de guerre économique, il est indispensable de savoir protéger ses informations, former ses collaborateurs, afin de se prémunir de toutes ces captations de renseignements et de ne pas rendre absolument tout public. Donc pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ce que vous essayez de nous expliquer. Du coup, finalement, être transparent peut parfois fragiliser donc une entreprise. Cela rend pas un peu paranoïaque, votre histoire ? Dans cette économie mondiale, dans la guerre économique qu'on traverse, la naïveté est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Et j'ai envie de dire que finalement, vous savez, seuls les paranoïaques survivent. Eh bien écoutez, on va suivre ça de près. Merci Mayline. Allez, c'est rassurant, on reste entre parano, mon cher Thomas, dans un instant, avec la suite du programme Oser Investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.